Custom Robot Arena sur Nintendo DS. Rien que le nom, ça m'évoque des combats épiques avec des robots personnalisés à souhait. Stratégie digne des plus grands généraux et une histoire aussi passionnante qu'un manuel d'instruction pour un grippin. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette façade se cache un des jeux qui pourrait bien vous surprendre, pour le meilleur et pour le pire. L'histoire, bon, vous incarnez un petit protagoniste fraîchement débarqué dans une ville de Mid-Earth, prêt à conquérir le monde de combat de robots, votre père travaille pour NeoBrain, une entreprise de recherche sur les robots, et vous voulez rejoindre ce club de combat de robots avec vos nouveaux amis, Liv et Denis. Jusque-là, tout va bien. Mais très vite, l'histoire prend une tournure digne des meilleurs clichés, des organisations secrètes, des complots, des enlèvements, on se croirait dans un épisode des Feux de l'amour mécanique. Mais bon, le point fort du jeu, c'est son contest, la personnalisation de votre robot. Armes, bombes, pods, pieds, vous pouvez tout modifier pour créer la machine de guerre ultime, mais attention, chaque modification a des impacts sur les performances de votre robot en combat. Vous passerez donc des heures à peaufiner les moindres détails, polir votre robot, littéralement avec le stylet, tester différentes combinaisons, addictif, frustrant, surtout quand vous réalisez que votre super combinaison est aussi efficace qu'un grippin dans une bataille navale. Les combats se déroulent dans des arènes 3D, où vous contrôlez votre robot en temps réel, dynamique, nerveux, un peu répétitif quand même. Vous vous rendez compte que les stratégies se ressemblent et que les combats manquent de variété. De plus, l'IA n'est vraiment pas à la hauteur, ce qui rend les affrontements un peu faciles, mais vraiment ça défoule et c'est très très bon pour de la Nintendo DS. Un monde multijoueur qui sauve les meubles. Heureusement, ce mode multijoueur, pas ce monde, vient quand même relever le niveau. Affronter d'autres joueurs, que ce soit en local ou en ligne, ça apporte une dimension stratégique bien plus intéressante. C'est là que la personnalisation de votre robot prend tout son sens. Que les heures passées à peaufiner votre machine portent enfin leurs fruits. Dommage que le solo ne soit pas à la hauteur. Un diamant brut qui nécessite un petit peu de polissage en fait. Custom Robot Arena, c'est un jeu avec un potentiel énorme, qui souffre de quelques défauts notables. Histoire cliché, combat répétitif, personnalisation poussée et un mode multijoueur addictif. Si vous êtes prêt à passer outre ces défauts, vous allez trouver un jeu amusant qui saura vous occuper pendant de nombreuses heures et vraiment très très fun pour un jeu DS. Si vous cherchez une expérience riche et immersive, passez votre chemin. Un manoir, des portes qui grincent, un chien qui traverse une fenêtre et traumatise une génération entière. Et ben en 2006, ce même manoir, même tension, mais cette fois console portable et stylet. Oui, Resident Evil Deadly Silence existe vraiment. Mais je vais répondre à une vraie question, tu connais mes vidéos. Est-ce que c'était juste un portage opportuniste ou la version la plus bizarre et sous-estimée du tout premier Resident Evil? Je voulais vraiment vous en parler parce qu'on a parlé de Resident Evil 1 remake, un peu sur GameCube effectivement, de cette version originale, mais on n'a pas parlé de cette version DS, qui est en réalité la version qui m'a amené moi à découvrir ce jeu, parce que je l'ai découvert sur PS1 très jeune, beaucoup trop jeune, vraiment je pense que je savais à peine lire, donc j'avais vraiment pas l'âge pour jouer à Resident Evil 1, je l'ai redécouvert ensuite sur DS un peu plus grand, voilà, sur DS je devais avoir entre 10 ans et 12 ans, et vraiment c'est là où j'ai découvert la tension de ce jeu avant de refaire la version PS4 un peu plus HD, qui m'a vraiment permis de savourer ce jeu. On va recommencer un peu, on va prendre les bases. Quand Capcom sur Resident Evil sur DS, tout le monde rigole, console portable, tactile, micro intégré, comment tu veux faire du survival horror là-dessus? Et bah la réponse est simple. Tu prends le jeu culte de 96 et tu le rends encore plus étrange. C'est du survival horror à l'état pur. Le premier Resident Evil, pour ceux qui n'ont pas connu, caméra fixe, contrôle tank, munitions rares, sauvegarde limitée, pas d'indications partout, pas de map ultra détaillée, pas de checkpoint moderne, tu avances, tu stresses, tu comptes les balles, à l'époque c'était révolutionnaire. Et sur DS, ils ont gardé tout ça. Oui, même les contrôles très rigides. Et rajoute les nouveautés DS, c'est là que ça devient fascinant. C'est pas un simple portage, ça ajoute le mode Rebirth, Renaissance, des séquences inédites en vue FPS, où tu dois tirer au stylet, trancher des zombies, résoudre des mini-jeux tactiles. Oui, à un moment tu poignardes un zombie en frottant ton écran. Absurde, mais pourtant, ça marche étrangement bien. Et tu peux souffler dans le micro pour te libérer d'un ennemi. En 2006, c'était presque magique. Toujours aussi cruel, soyons objectifs. Aujourd'hui, les contrôles tanks sont très frustrants, comparés à Resident Evil 4, surtout. Le rythme est lent, très lent, trop lent, mais c'est voulu. Chaque couloir est un risque, chaque porte est une angoisse, et sur portable ça crée une tension très différente. Tu joues dans le bus avec un casque et soudain un zombie surgit. C'est personnel. L'ambiance très efficace. Le manoir Spencer qui reste un chef-d'œuvre de level design. Raccourci, intelligent, backtracking maîtrisé. Clé symbolique. Même sur DS, la direction artistique tient. Les graphismes sont évidemment inférieurs au remake GameCube. Même pour une console portable de 2006, c'est quand même impressionnant. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut?
Bah les contrôles sont datés, les textures ont vieilli, les séquences tactiles c'est vraiment gadget, mais c'est la version complète du jeu original, avec des ajouts exclusifs, un mode coop en local, oui vraiment, et la portabilité qui change l'expérience. C'est pas la meilleure version de Resident Evil 1, mais rien que ce mode coop, c'est étrange et c'est audacieux. C'est sûr, si tu le compares à la version PS1, qui est un peu plus nostalgique, à le remake GameCube, qui est vraiment un chef-d'œuvre visuel, le remake GameCube ou même PS4 sont très beaux. Et bah, la version DS c'était une expérimentation portable unique. Deadly Silence est un ovni, un moment où Capcom testait des idées, certaines bizarres, certaines brillantes. La DS a aussi accueilli Resident Evil The Mercenaries 3D plus tard sur 3DS, donc abonne-toi pouce bleu pour pas rater le test sur Resident Evil Mercenaries 3D, ça va sortir très bientôt. Resident Evil sur DS, c'est une anomalie. Un survival horror culte, rejoué sur une console qu'on utilisait pour Nintendog, imparfait, daté, fascinant. Parce que ça nous montre une époque où les studios osaient adapter des monuments sur du hardware improbable. Et parfois, dans des versions classiques, on redécouvre un classique, justement. J'espère que ça t'a plu, abonne-toi, pouce bleu et à très vite. Ouais, je voulais vous parler du jour où Age of Empires est entré dans ma poche. Age of Empires sur Nintendo DS avec mon stylet et un écran minuscule. Sur le papier, ça ressemblait à une mauvaise idée. Un RTS culte, connu pour sa complexité, compressé dans une console portable de 2005 en plus, et pourtant, Age of Empires, ce Age of King existe, et le plus fou, c'est que ça marche. Et franchement les gars, ça a refait mon enfance. C'était un défi impossible, en 2006, la Nintendo DS, c'était pas une machine de stratégie, pas de souris, pas de clavier, pas de grand écran. Et pourtant, Microsoft valide un projet fou, adapter Age of Empires 2 sur DS. Pas de spin-off, pas de jeu mobile simplifié, une vraie version de ce STR. Un pari risqué et fascinant, et franchement je l'ai adoré toute mon enfance, voire même adolescence. C'est un très bon jeu que je vous conseille encore sur Nintendo DS. C'est un RTS repensé. La première surprise, c'est que le jeu abandonnait le temps réel. À la place, c'était du tour par tour. Chaque tour, tu produis, tu attaques, tu construis, tu réfléchis. Beaucoup plus lent, mais aussi beaucoup plus lisible en fait, sur portable, logique. Le stylet devient ton arme principale, et contre toute attente, ça fonctionnait plutôt bien. Les combats étaient très simples, mais très tactiques. Batailles pas vraiment chaotiques, elles sont très lisibles, très tactiques, très accessibles. Chaque unité compte, chaque erreur se paie. C'est vraiment une version de jeu de plateau de Age of Empires 2, et la campagne c'était le cœur du jeu, c'est là où le jeu brillait vraiment. Ces campagnes scénarisées, Jeanne d'Arc, Saladin, Richard Cœur de Lion, les missions étaient courtes, claires, bien rythmées, parfait pour des sessions de 15-20 minutes, un design pensé pour la DS, pas contre elle. Et je pense que c'est pour ça que le jeu marchait très bien sur cette console. Où se situe le jeu? Si vous connaissez pas mal ma chaîne en plus, on a déjà parlé de pépites comme Advance Wars. C'est un peu la même logique de tour par tour, mais Advance Wars a beaucoup moins de gestion économique. Advance Wars est beaucoup plus en plus moderne. Advance Wars c'est des tanks, là où ici c'est des chevaliers. Age of King est un pont entre le RTS PC et la stratégie portable. Par rapport à Age of Empires 2, sur l'ordi, qui est plus profond, plus complexe, mais il est beaucoup moins accessible. Là, le tour par tour rend l'entrée en fait au jeu de réflexion assez intéressante pour tout le monde. L'effet intéressant, c'est que le jeu a été développé par Backbone Entertainment, ça a été salué pour son adaptation vraiment intelligente. Beaucoup le considèrent comme l'un des meilleurs jeux de stratégie sur DS, et ça a ouvert la voie à d'autres jeux de stratégie sur téléphone portable. Bon, il y avait des petits défauts. Pas de multijoueur, profondeur très limitée par rapport au PC, l'IA elle était nulle, et pour les puristes hardcore franchement c'est chaud. Mais c'était des sacrifices nécessaires pour faire un jeu accessible. Et pourquoi ce jeu est important? Parce qu'il prouve une chose plus qu'essentielle, un bon jeu ne dépend pas de la puissance mais des idées. Age of Empires sur DS n'essayait pas de copier le PC, ça s'adapte, ça respecte son support, et ça c'est beaucoup trop rare pour le souligner. Verdict, c'est que c'est l'adaptation la plus maligne. C'est pas le meilleur Age of Empires, c'est pas le plus profond, c'est pas le plus impressionnant, vous le voyez bien à l'image, mais c'est un des plus intelligents, des plus audacieux, l'un des plus respectueux du joueur. Un jeu qui n'aurait pas dû fonctionner, et pourtant, qui a réussi. Age of Empires sur DS, c'était pas une bonne idée, jusqu'à ce que quelqu'un la rende brillante. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'essaie de vous parler de plein de jeux, parce que j'en ai kiffé des milliers, il y en a des milliers sur cette chaîne, des jeux que j'ai kiffé, j'ai tous joué pour la plupart, donc n'hésite pas à aller regarder, force à toi, et à très très vite. Alors aujourd'hui, on va parler d'un GTA que beaucoup de gens ont oublié, et pourtant, c'est sûrement un des GTA les plus originaux.
Déjà, on va remettre dans le contexte, hein. Vous le voyez à la vidéo, on est sur Nintendo DS. Donc tu t'attends à un truc un peu éclaté, et là bam, vu du dessus, style old school, gameplay nerveux, et surtout des idées que t'as jamais vues dans un fucking GTA. Le délire du jeu, c'est que tu joues Wang Li. Ouais, pour une fois on joue un asiate, un mec qui arrive en ville pour livrer une épée, évidemment tout part en vrille. Et le vrai délire, le trafic de drogue façon mini-jeu stratégique. Tu dois acheter, revendre, gérer les prix selon le quartier, t'es à deux doigts d'ouvrir un Excel. Et c'est là que le gameplay marche, que le jeu te sort des trucs improbables. Gratter l'écran tactile pour voler une voiture, souffler dans un micro pour éteindre un incendie, assembler une arme comme un puzzle Ikea. C'est n'importe quoi. Mais ça marche super bien. Et le ton, on est clairement sur un GTA. Dialogue sarcastique, ambiance gangster, humour piquant, version portable, rapide, efficace. Est-ce que c'est une pépite? Oui. Hyper créatif pour une DS. Un gameplay varié, jamais énervant et vraiment différent des autres GTA. Alors bon, c'est pas parfait. La caméra old school, vue du dessus, ça plaît pas à tout le monde. Moins immersif qu'un GTA classique. Des graphismes très limités. Logique, c'est une DS. Honnêtement, c'est pas le GTA le plus connu, ça c'est sûr. Mais c'est clairement un des GTA les plus originaux. Si t'aimes des jeux qui tentent des trucs, franchement, fonce. Je crois que j'ai vu Conquerax en parler. Un Conquerax qu'a dû faire, je le dédicace d'ailleurs, Conquerax, j'aime pas mal ce qu'il fait. Grosse force à Conquerax, allez voir si vous connaissez pas. En tout cas, sachez que c'est un très bon GTA qui me donne vraiment envie de le faire. Je suis à deux doigts d'essayer d'aller faire le tour de tous les caches pour l'acheter, le mettre dans ma petite 3DS et essayer d'y jouer avec le joystick. Je pense que ça sera beaucoup plus agréable qu'avec les manettes, parce que vous savez, les 2DS et 3DS sont équipés de joysticks qui rendront l'expérience beaucoup plus agréable que d'utiliser en fait tout simplement les petites paddles là, les petites manettes, le petit clavier quoi, le petit pad, les flèches, on va dire tout simplement les flèches. En tout cas, test très rapide aujourd'hui, puisque j'ai pas grand chose de plus à dire, à part aller l'essayer. C'est un GTA qui est très différent, ça change de tout ce qu'on voit. J'espère que le test vous aura plu, abonne-toi, pouce bleu, et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Note finale, 8 sur 10, sous-côté de fou, comme ma chaîne qui est complètement sous-côté. Abonne-toi, pouce bleu pour Short de l'usine, un test par jour, plus de 1000 jeux vidéo sur la chaîne, donc abonne-toi pour rien rater. Ok, ferme les yeux 2 secondes, mais regarde quand même le gameplay à l'image. Imagine, t'es dans une vieille ruelle brûlante, un manjin te fonce dessus, plus de munitions, 30 secondes au compteur, c'est chaud, 200 000 points à sauver. Bienvenue dans Resident Evil Mercenaries 3D, le jeu que tout le monde traite de démo vendu à 40 €, mais qui est peut-être un des Resident Evil un peu pur, et qui est jamais vraiment sorti de l'univers, quoi, qui a jamais vraiment percé. Et pourtant, moi, le mode Mercenaries, sur Resident Evil, quand on finit le jeu, j'avais trouvé que c'était quand même une super belle surprise. Alors en faire un jeu en entier, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est aussi, vraiment? Sorti en 2011 sur 3DS, le jeu reprend le mode culte de Mercenaries de Resident Evil 4 et 5. Mais cette fois-ci, tout le jeu. Pas d'histoire, pas d'exploration, pas de manoir. Juste toi, ton chrono, les vagues d'ennemis et l'obsession du score parfait. Le concept est très simple, le gameplay est un peu plus brutal. Tu choisis un perso iconique, Chris, Jill, Hunk, Claire, chacun ses armes, ses compétences, ses animes. Tu arrives sur une map fermée, tu dois tuer un maximum d'ennemis avant la fin du temps imparti, chaque kill augmente ton combo, chaque erreur casse ton multiplicateur, et là tu comprends que c'est pas du tout un jeu d'horreur, c'est un jeu d'arcade ultra technique déguisé en survival horror Resident Evil. Ce que personne te dit, c'est que la 3DS apporte deux choses majeures. Le Circle Pad, qui rend des déplacements fluides, finit les temps de contrôle rigides, et la 3DS relief qui améliore la lisibilité des distances, et ça change tout pour faire des headshots, et surtout le jeu tourne à 60 fps. Sur 3DS, en 2011. C'était une vitrine vraiment technique. C'est un des premiers trucs qui m'a surpris, moi, quand je l'ai lancé sur ma 3DS à l'époque, j'étais un peu plus jeune, il y a une dizaine d'années, je l'avais trouvé effectivement vraiment très très beau. Et le scandale à la sortie, le jeu s'est fait massacrer, parce qu'il n'y avait pas de mode histoire, parce que les sauvegardes étaient limitées et impossibles à effacer au lancement, parce que les gens voulaient un vrai Resident Evil. Sauf que Capcom n'a jamais promis ça. C'était un spin-off, Score Attack, un concentré de gameplay pur, un peu comme si tu jugeais Call of Duty Zombie en disant il n'y a pas de campagne. Le vrai génie du jeu, c'est que plus tu comprends, plus tu joues, plus tu comprends sa profondeur. Entre la gestion du positionnement, l'optimisation des routes, le timing parfait de finisher au corps à corps, et la gestion du risque pour maintenir le combo. C'était presque un speedrun, presque un scoring à la Devil May Cry version Resident Evil. Vous n'êtes pas sans savoir que les deux jeux sont très étroitement liés.
Devil May Cry ou Resident Evil 4 à la base aurait dû être Devil May Cry. Est-ce que c'est mieux que Resident Evil Révélation? Non, bien sûr que c'est pas mieux que certains gros Resident Evil, mais ça qui offre une vraie campagne, hein. Mais en termes de pur fun instantané, de rejouabilité, d'adrénaline portable, Mercenaries est supérieur. C'est du fun instantané. Si tu n'y as jamais joué, tu le mets dans ta 3DS, il y a de très fortes chances que tu passes une très bonne première demi-heure ou heure de jeu. C'est le jeu parfait pour des sessions de 10-15 minutes, mais aussi pour devenir complètement obsédé par le ranking SS. J'en parlerai, mais jouant à Neon White en ce moment, hein, qui a un Trackmania FPS, Neon White, c'est très très addictif. Allez voir mon test sur Neon White. De toute façon, personne n'est parti le voir, je vais ressortir une vidéo dessus. Hein. Un top vidéo des jeux les plus sous-estimé, là, Neon White sera dedans. Bon, il y a quelques défauts. Très peu de maps, ça c'est dommage. Trop peu de maps, trop peu de persos, ça c'est sûr. Pas d'histoire, répétitif si t'aimes pas le scoring. Et un contenu très limité comparé à un vrai jeu. Effectivement, on aurait pu mettre un petit jeu en plus avec, quoi, dedans. Mais bon, même si c'est pas un Resident Evil complet, subjectivement, c'est peut-être un Resident Evil quand même très honnête. Resident Evil The Mercenaries 3D, c'est pas une aventure, c'est un défi. Un jeu qui te regarde dans les yeux, qui te dit tu crois être fort, montre-moi ton score. Incompris, mal vendu, sous-estimé, mais 15 ans plus tard, c'est une capsule d'arcade nerveuse, exigeante et incroyablement satisfaisante. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs défouloirs portables que la série ait jamais connu. Donc franchement, c'est très cool. Est-ce que c'était une arnaque ou un chef-d'œuvre? Mal compris, parce que vraiment, les débats font cliquer, déjà dans un premier temps. Force à tous, n'hésite pas à t'abonner, il y a plein de jeux disposés sur ma chaîne, n'hésite pas à aller voir les tests et à mettre les prochaines vidéos que tu souhaiterais voir en commentaire. Nintendog, c'est le jeu qui a fait croire à toute une génération qu'on pouvait avoir un chien sans aucune contrainte. Pas de crotte à ramasser, pas de vétérinaire, pas de voisin qui se plaint, juste de l'amour et un écran tactile. Le contexte, c'était un big phénomène à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez le phénomène Nintendog, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Sorti sur Nintendo DS, Nintendogs justement, c'était une super révolution. Utilisation du micro, écran tactile, interface directe. En gros, c'était, regardez, la DS, c'est pas juste pour jouer. C'est aussi pour parler à un chien. Le concept était simple mais génial. Tu choisis un chiot, dans mon cas c'était le teckel, et tu l'élèves. Ce que tu fais, c'est ce que vous voyez à l'écran. Globalement, tu le nourris, tu le laves, tu le promènes, tu joues avec lui, tu lui apprends des tours. Et surtout, tu lui donnes un nom à la voix. Et là, t'as toute une génération qui était en train de gueuler Rex assis dans son salon en gueulant sur sa DS. Le gameplay, l'attachement fatal. Le gameplay était très simple, mais terriblement efficace. Pourquoi ça marche? Imagine, ton chien réagit, il te reconnaît, il apprend. Et ton cerveau fait « c'est mon chien ». Et c'est là que tu tombes dans ce piège incroyable en réalité. Tu commences, tu joues 10 minutes et 1 heure plus tard tu lui achètes un jouet, tu lui brosses, tu lui parles. T'es devenu un propriétaire virtuel. Et ça fonctionnait extrêmement bien. Il y avait une petite glorification, un peu de leveling. Donc en réalité, en plus on avait envie d'acheter les meilleurs jouets, les meilleures croquettes, etc. Le jeu fonctionnait quand même globalement plutôt bien. Et faut vous dire qu'à l'époque aussi en termes d'écran, aujourd'hui on va pas donner forcément un écran à un enfant, ou alors peut-être que certains en ont, je sais pas quel âge vous avez sur cette vidéo, mais à l'époque il n'y avait aucune restriction. Ce qui faisait qu'à l'époque un enfant de 9 ans, 10 ans pouvait se retrouver avec son Nintendog littéralement en permanence avec lui. Et le micro, c'était le chaos. Le jeu utilisait le micro de la DS. Et là c'était magique. En théorie, tu donnes des ordres et le chien comprend. En pratique, il comprenait rien, il t'ignore et il fait n'importe quoi. Le chien, il s'appelle Max, mais il répond quand tu dis patate. Et pourtant, ça fait partie du charme de Nintendog. Les graphismes aussi, parlons-en. Pour l'époque, c'était incroyable. Pour une DS, quand même, modèle 3D très propre, animation réaliste, expression adorable. En 2005, faut quand même vous remettre à l'époque, c'était il y a 21 ans. Pour nous, à l'époque, c'était bluffant. Les activités étaient limitées, mais en fait, ça suffisait. Tu pouvais faire des concours d'agilité, d'obéissance, de frisbee, gagner de l'argent et acheter des accessoires. Alors il n'y a aucune variété sur le long terme et c'est répétitif à en mourir. Ça, c'est sûr. Au bout d'un moment, t'as fait le tour. Moi, j'avais très vite fait le tour. Et pourtant, t'arrives pas à t'arrêter parce que t'as envie d'avoir les meilleurs concours en fait. Tu veux faire les meilleurs concours avec ton petit chien, même si tu sais que ça va pas amener grand-chose. Et là, moment réel, tu arrêtes de jouer. Et puis, 2 semaines plus tard, tu reviens. Le drame, l'abandon. Ton chien est triste, il t'a oublié, il est sale. Et là, tu te sens mal.
Oui, ce jeu te fait culpabiliser. Nintendo en 2026. Est-ce que vous pensez que ça vaut encore le coup? Parce que maintenant, avec tous les poux et les Tamagotchi, un pouce à un Tamagotchi sur le Play Store, est-ce que ça en vaut encore le coup? Oui, mais c'est pas exactement pour les mêmes raisons en 2026. Ce qui marche toujours encore, c'est cette nostalgie énorme, le concept toujours unique, et une expérience, mine de rien, qui est quand même relaxante encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Par contre, ce qui a vieilli, c'est le gameplay, limité, technologie, dépassée. Les interactions sont beaucoup moins impressionnantes également. Mais le jeu reste iconique, et c'est vraiment ce que le jeu fait parfaitement. L'attachement émotionnel, l'accessibilité totale, ce concept innovant. Il y a des petits défauts, bien sûr, répétitifs, peu profonds, peu vite lassés. Voilà, Nintendo, c'est pas un jeu complexe, c'est une expérience, c'est un souvenir, c'est un truc qui t'a marqué enfant. En vrai, mignon, unique, marrant, mais limité et pas pour tout le monde aujourd'hui. 16 sur 20, c'est un jeu simple, mais qui a réussi à créer un lien émotionnel vraiment énorme. Hein, la preuve, vous voyez, quand je vous en parle, c'est un des jeux auxquels je vous parle un peu avec le cœur quand même. Hein. Si t'as joué à Nintendo, tu sais. Si t'as arrêté de t'en occuper, ton chien virtuel s'en souvient. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu te rappelles du nom de ton chien? Abonne-toi, pouce bleu, remix, un test par jour. Bref, imagine que t'as à peine 10 ans, tu viens d'avoir ta Nintendo DS et tu tombes sur un jeu incroyable. Un jeu où tu peux créer ton propre zoo, choisir les animaux, construire les enclos, gérer les visiteurs, bref, devenir le plus grand directeur de zoo du monde. Ce jeu existe et il s'appelle Zoticoon DS. Mais la vraie question aujourd'hui, est-ce que c'était un jeu de génie de la gestion sur console portable ou juste une version miniature d'un jeu PC vraiment plus ambitieux? Le contexte, c'est le succès de Zoticoon. Pour comprendre ce jeu, il faut revenir au début des années 2000. À cette époque, le jeu cartonne sur PC. Zoticoon, concept très simple. Créer un zoo, s'occuper d'animaux, gérer l'argent et éviter que les visiteurs se fassent manger par un lion. Le jeu devient rapidement un énorme succès. Alors évidemment, quelqu'un chez Microsoft a une idée. Et si on mettait ça sur console portable? L'arrivée sur Nintendo DS. En 2005, donc, sort Zoticoon DS sur Nintendo DS. Et à première vue, c'est une idée parfaite. La DS avec son petit écran tactile, pour ceux qui n'ont pas connu. Donc, construire un zoo avec un stylet, ça semble vraiment logique. Mais la question, c'est est-ce que ça marche? Le gameplay, construire son zoo, ça reste le même principe que sur PC. Vous devez tout simplement en fait construire des enclos, acheter des animaux, satisfaire les visiteurs, gérer l'argent et surtout garder vos animaux heureux. Parce que sinon ils tombent malades. Ou pire, ils s'échappent. Et là, bonjour la catastrophe. Les animaux, c'est là que le jeu devient vraiment fun. Dans Zoticoon DS, vous pouvez adopter lion, éléphant, girafe, panda, crocodile, et chaque animal a ses propres besoins. Certains veulent beaucoup d'espace, d'autres ont besoin d'eau, certains n'aiment pas leurs voisins, et mettre un lion et une gazelle dans un enclos, très mauvaise idée, très mauvaise idée. La gestion du zoo, mais Zoticoon, c'est pas juste regarder des animaux, c'est aussi de la gestion pure. Vous devez gérer vos employés, les vétérinaires, les boutiques, la propreté du parc, parce que si votre zoo devient sale, les visiteurs partent, et sans visiteurs, plus d'argent. On peut le comparer avec les autres jeux de l'époque. À l'époque, Roller Coaster Tycoon ou SimCity 4 étaient déjà très appréciés, mais ces jeux étaient très complexes. Zoticoon, lui, était plus accessible. Et la version DS pousse le concept encore plus loin. Un jeu de gestion mais simplifié pour une console portable. Les limites du jeu, parce que oui, Zoticoon DS n'est pas parfait, déjà les graphismes sont très simples, les animaux très petits, les animations très limitées, et le zoo peut vite sembler un peu vide. Ensuite, le jeu est beaucoup moins profond que cette version PC, forcément, certaines mécaniques simplifiées, voire un peu trop. Mais le jeu a un charme, et pourtant, malgré ses limites, le jeu fonctionne bien. Parce que voir son zoo évoluer, c'est incroyablement satisfaisant. On commence avec un petit enclos, quelques visiteurs, et quelques heures plus tard, on dirige un immense parc rempli d'animaux exotiques. Le fait intéressant à sa sortie, la Nintendo DS était une console vraiment très récente et les développeurs expérimentaient beaucoup. Un Zoticoon DS fait partie des jeux qui ont essayé d'adapter des expériences PC complexes sur une console. Et mine de rien, le résultat était plutôt réussi. Je pense à des jeux comme Disgaea, si vous ne connaissez pas, allez voir. Mais Disgaea sur DS, c'était déjà des jeux extrêmement complexes, bien remplis, vraiment très haut de gamme quoi. Donc allez voir mon test sur Disgaea DS, et Zoticoon c'était un peu la même veine. C'était pour moi un peu ces premiers jeux qui nous faisaient un peu nous sentir adultes quand on était très enfants à cette époque. Vraiment le résultat très réussi. Alors aujourd'hui, c'est clairement un jeu rétro, plus que rétro. Ça m'étonnerait que vous soyez sur cette vidéo pour autre chose que de la nostalgie. Il est simple, Zoticoon, il est un peu limité, mais ça reste un excellent petit jeu de gestion portable, et surtout parfait pour la DS, un jeu qu'on lance pour 10 minutes et auquel finalement on joue pendant 2 heures.
Vraiment, Zotikun DS, en conclusion, ça révolutionne pas la saga bien sûr, mais ça réussit quelque chose de très difficile, transformer un grand jeu de gestion PC en une expérience portable, accessible et amusante. Et honnêtement, diriger un zoo rempli de lions, de pandas, d'éléphants, bah ça restait toujours aussi cool. Et c'est peut-être ce qui a fait qu'on a aimé des jeux de stratégie comme Paraworld un peu plus tard, ou même des gros jeux un peu plus actuels comme les Jurassic World, hein, qui sont sur PS5 et qui sont juste des Zotikun avec les dinosaures dans le monde de Jurassic Park, tout simplement. Et qui sont des jeux que j'aime vraiment pas mal, hein. J'ai passé pas mal de temps à faire mon zoo, mon espèce de zoo rempli de dinosaures, quoi. Mon zoo rempli de dinosaures sur PS5. J'ai passé pas mal de temps à faire ça. C'était Jurassic World 2. N'hésitez pas à aller voir le test. Et si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un like, dis-moi ton jeu de gestion préféré et abonne-toi pour plus d'autres tests rétro, mais on fait aussi des tests très récents. Enfin, je fais aussi des tests très récents, tout est fait tout seul. Désolé, je fais ça dans le vif, faut que j'aille charbonner à l'usine.